Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, de la bouilloire à la réalité quantique. Alors, le point de départ de notre discussion aujourd'hui, il est assez inattendu. J'ai là, sous les yeux, des notes de physique. Niveau collège, je dirais. Ça commence par un sujet très terre à terre, hein, la puissance électrique. Ah oui, un classique. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir la réaction en chaîne. Comment une simple question sur une bouilloire nous emmène complètement ailleurs. Aux confins de la réalité, littéralement. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de suivre ce fil. On part d'un calcul de consommation, on passe par Einstein et la relativité, pour finir dans les bizarreries de la mécanique quantique. Exactement. On va voir comment tout ça est lié. Mais c'est l'exemple parfait de la démarche en physique, en fait. On part d'un truc banal, du quotidien. Pourquoi mon disjoncteur saute? Voilà. Pourquoi il saute quand je branche le grille-pain et la bouilloire? Et en cherchant la réponse, on est obligé de poser des questions de plus en plus profondes, Fondamental. jusqu'à interroger la nature du temps, de la matière. C'est ça qui est beau, ça part de l'observation. C'est ça. Alors, commençons par le début. La puissance électrique. J'avoue, j'ai toujours un peu de mal à visualiser. Mais les notes utilisent une analogie que je trouve géniale. L'eau dans le tuyau? Oui, l'électricité, c'est de l'eau dans un tuyau. La tension, les volts, c'est la pression de l'eau. Plus la pression est forte, plus ça pousse. Et l'intensité, en ampères, c'est le débit, la quantité d'eau qui passe. Un petit filet ou un torrent, voilà. Et si on combine les deux, la pression et le débit, on a la puissance totale du jet. C'est ça la puissance en watts. Et tout ça, ça se résume à une formule toute simple. P égale U fois I. Puissance égale tension fois intensité. Avec le fameux moyen mnémotechnique, puis. Un peu simplet, mais ça marche. Et quand on l'applique, on comprend tout de suite beaucoup mieux les choses autour de nous. Et surtout, on comprend les dangers. Les ordres de grandeur dans les notes, ils sont très parlants. Une petite lamplette, c'est quoi 10 watts? Quelque chose comme ça. Une bouilloire, on est tout de suite à 1000, 2000 watts. L'échelle n'est pas du tout la même. Et là, on imagine la multiprise sous le bureau, l'ordinateur, l'écran, et on rajoute la bouilloire. Et c'est le drame. C'est ça. Les notes prennent l'exemple d'une bouilloire de 2200 watts, sur une prise de 230 volts. Donc, si on vous tourne la formule, on peut calculer l'intensité. Voilà. I égale PU. Le calcul est simple. 2200 divisé par 230, ça donne à peu près 9,56 ampères. C'est énorme comme débit. C'est énorme. Et un circuit domestique, il est souvent protégé par un fusible de 10 ou 16 ampères. Donc avec 9,56 ampères, la bouilloire seule, elle prend déjà presque tout. Donc si on ajoute un grille-pain, On dépasse la limite. Et là, les fils commencent à chauffer. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Et juste avant que ça prenne feu, heureusement, le disjoncteur coupe tout. c'est son travail. C'est un garde-fou. Ce qui nous amène à une autre confusion très courante, la différence entre puissance et énergie. Ah oui, ça c'est un point clé. On utilise souvent les deux sans distinction, mais ce n'est pas pareil. La puissance, les watts, c'est instantané. C'est la vitesse de la voiture à un moment donné. Exactement. Alors que l'énergie, c'est la consommation accumulée sur la durée. C'est la distance totale parcourue. La formule est logique, hein? Énergie égale puissance fois le temps. Et c'est bien l'énergie qu'on nous facture à la fin du mois, pas la puissance. Oui, et on la paie en kilowattheure, pas en joules, qui est pourtant l'unité scientifique. Pourquoi? Pour une raison purement pratique, le joule, c'est tout petit. C'est 1 watt pendant une seconde. Si on facturait en joules, on aurait des factures avec des nombres astronomiques illisibles. D'accord. Le kilowattheure, c'est plus parlant. C'est l'énergie d'un appareil de 1000 watts, donc 1 kilowatt, qui tourne pendant 1 heure. C'est une échelle plus humaine. Prenons l'exemple du radiateur dans les notes. 1500 watts, soit 1,5 kilowatt. On le laisse allumer pendant 4 heures. Le calcul est direct. 1,5 kW fois 4 heures, ça nous fait 6 kW. Et ensuite, on multiplie par le prix. Les notes prennent une moyenne de 23 centimes d'euros par kilowattheure. Donc 6 kWh fois 0,23 €, ça donne 1,38 €. 1,38 € pour 4 heures de chauffage. Quand on y pense, ça fait réfléchir sur la facture à la fin de l'hiver. Absolument. C'est fou de voir comment une simple formule se connecte à notre portefeuille. Et c'est là que les notes prennent un virage à 90 degrés.
On quitte l'électricité, on passe à la mécanique, avec la notion de travail d'une force. Une notion très contre-intuitive, elle aussi. Le travail, dans le langage courant, c'est l'effort. Oui, Mais en physique, pas du tout. On peut pousser un mur pendant des heures, s'épuiser, on transpire, on a mal partout, mais du point de vue de la physique, on n'a fourni aucun travail. Zéro. parce que le mur n'a pas bougé. C'est ça la clé. Le travail, c'est quand une force réussit à provoquer un déplacement. Voilà. La formule, c'est W égale F fois D. Travail égale force fois distance. C'est un transfert d'énergie par le mouvement. D'accord. Et pour explorer ça, les notes proposent une expérience de pensée, que j'adore. Ah, celle dans l'espace. Oui. Imaginez Gifossaille. On flotte dans le vide face à un objet qui a exactement la même masse que nous. On le pousse. Que se passe-t-il? Instinctivement, on s'éloigne l'un de l'autre. Oui, c'est la troisième loi de Newton, l'action-réaction. La force que j'exerce sur l'objet, il l'exerce sur moi. Même force, direction opposée. Et comme on a la même masse, On accélère pareil. Et une fois qu'on ne se touche plus, on continue à s'éloigner à vitesse constante. Pour toujours? et pendant cette poussée, j'ai fourni un travail, j'ai transféré de l'énergie. Mais elle va où, cette énergie, après? Elle ne disparaît pas? Non, jamais. L'énergie se conserve toujours. Elle change de forme. L'énergie chimique de mes muscles est devenue de l'énergie de mouvement. L'énergie cinétique. Exactement. Et dans le vide sans frottement, cette énergie est conservée. C'est là que ça devient compliqué pour moi. Les notes disent, si on se met à la place de l'objet, de son point de vue, sa propre vitesse est nulle. Oui, logique. Donc son énergie cinétique est nulle aussi. Mais ça me semble impossible. L'énergie a bien été dépensée, elle ne peut pas disparaître juste parce que je change de point de vue, si. Et pourtant, si, c'est une question excellente, parce que ça touche au cœur de la physique. Ce que les notes expliquent est parfaitement correct. L'énergie cinétique n'est pas une propriété intrinsèque de l'objet. Ce n'est pas une étiquette collée dessus. C'est une relation. C'est une relation. C'est une histoire qu'on raconte depuis un certain point de vue. Changez le narrateur et vous changez la valeur de l'énergie. C'est vertigineux. L'analogie de la valise dans le train, là, elle aide beaucoup. Oui, assis dans le TGV, ma valise est en face de moi. Elle est immobile. Son énergie cinétique par rapport à moi est nulle. Mais pour la personne sur le quai, cette même valise fonce à 300 km/h et a une énergie colossale. Et les deux ont raison, en même temps. Ce qui nous amène tout droit. Ah, Einstein. Forcément. Si la vitesse et l'énergie sont relatives, qu'en est-il du temps? Alors, dans le scénario de l'espace, si on a la même masse, on s'éloigne à la même vitesse. J'imagine que pour un observateur fixe, notre temps ralentit de la même manière. Oui, mais la situation devient intéressante si le cas est asymétrique. Imaginez que ce n'est pas un objet de votre masse que vous poussez, c'est un astéroïde. Là, je vais partir beaucoup, beaucoup plus vite que lui. Exactement. La force est la même, mais comme votre masse est minuscule à côté, c'est vous qui allez prendre une vitesse énorme, peut-être proche de celle de la lumière. L'astéroïde, lui, bougera à peine. D'accord. Et là, la dilatation du temps devient spectaculaire. Pour l'observateur fixe, votre temps à vous semble s'écouler au super ralenti, alors que celui de l'astéroïde est quasiment normal. Plus on va vite, plus le temps se dilate. D'accord. Donc tout est relatif, sauf, apparemment, la vitesse de la lumière. Et c'est là que les notes posent une question encore plus étrange. Ah oui, vrai. Comment la lumière, qui n'a pas de masse, peut-elle pousser des choses? C'est une très bonne question. Avec la physique de Newton, c'est impossible. Mais la relativité nous dit que même sans masse, la lumière transporte de la quantité de mouvement. Le photon. Le photon, oui. Il n'a pas de masse au repos, mais il a de l'énergie. Et il y a une formule, P égale EC, qui dit que sa quantité de mouvement est égale à son énergie divisée par la vitesse de la lumière. C'est minuscule, mais ça existe. Donc, quand un photon frappe une voile solaire, il la pousse un tout petit peu. Comme une bille de ping-pong. Et les notes ajoutent un détail fascinant. Si la voile est un miroir parfait, la poussée est doublée. Comment c'est possible ça? C'est un peu contre-intuitif, mais si on décompose, c'est logique. Le rebond se fait en 2 étapes. D'abord, le photon est absorbé. Il donne toute sa quantité de mouvement. Première poussée. Ok. Ensuite, le miroir le réémet immédiatement dans la direction opposée. Et en éjectant le photon, par action-réaction, le miroir reçoit une deuxième poussée. Attendez. Donc, il se fait pousser à l'arrivée et au départ du photon. C'est exactement ça. Le bilan, c'est une impulsion totale de 2 fois la quantité de mouvement initial. D'où l'intérêt des surfaces très réfléchissantes pour ces projets. C'est fou. Et là,
je dois dire que j'ai cru que les nôtres partaient dans la science-fiction, il y a une analogie sur la réfaction de la lumière avec un overboard. Oui, je vois de quoi vous parlez. L'idée, c'est que pour que ça marche, il faut que l'onde lumineuse ait une largeur, un front d'onde. Et ça débouche sur la question qui est au cœur de tout. Un seul photon, est-ce qu'il peut avoir un front d'onde? C'est la question qui fait tout basculer. Et la réponse, donnée par l'expérience des fentes de Young, est un oui retentissant et profondément déroutant. Alors, l'expérience, c'est une plaque avec 2 fentes et un écran derrière. Si on envoie plein de lumière, on obtient des bandes, une figure d'interférence. Ça, c'est normal pour des ondes. Oui, Mais si on envoie les photons un par un, comme des petites billes, ils devraient passer soit par une fente, soit par l'autre, et faire 2 taches sur l'écran. non. C'est ce que la logique nous dicte, mais ce n'est pas ce qui arrive. Même en les envoyant un par un avec des secondes d'intervalle, quand on en a envoyé des milliers, On voit la figure d'interférence se reconstituer. petit à petit, on voit apparaître les bandes sombres, des zones où les photons ne vont jamais, ce qui serait impossible s'ils suivaient une ligne droite. Mais c'est de la folie. La seule explication, c'est que chaque photon, tout seul, est passé par les 2 fentes en même temps. Il a interféré avec lui-même et ensuite décidé où atterrir. C'est la seule conclusion possible. Oui, Le photon n'est pas une bille. Pendant son trajet, c'est une onde de probabilité, une sorte de nuage de possibilités qui peut couvrir les 2 fentes. c'est seulement à l'impact qu'il se matérialise en un point précis. Attendez, là ça me dépasse. Si je veux le prendre en flagrant délit, si je mets un détecteur sur une des fentes pour voir s'il passe par là, Alors vous allez le voir. Une fois sur 2 en moyenne, il passera bien soit par une fente, soit par l'autre. Ah. Mais le simple fait d'avoir posé la question, d'avoir obtenu la réponse, détruit complètement le phénomène. La figure d'interférence disparaît. quoi? On n'obtient plus que 2 tâches, comme avec des billes. La magie s'évanouit. Donc, le fait de regarder change le résultat. C'est mystique? Ce n'est pas mystique, c'est une interaction physique. Regarder en quantique, ça veut dire interagir. Le détecteur a dû interagir avec le photon. Et ça a tout cassé. Ça a perturbé son état d'onde. C'est la décohérence. L'onde de probabilité, c'est un secret. Dès que vous interagissez avec elle pour lui arracher une info, par où es-tu passé, le secret est éventé. L'onde s'effondre en une seule réalité. D'accord. Alors, si un photon est une onde, est-ce que je suis une onde moi aussi? Est-ce que ça s'applique à tout? La réponse est oui. Théoriquement, c'est Louis de Broglie qui a postulé que toute matière a une nature ondulatoire. Tout. Tout. Chaque objet a une longueur d'onde. Mais, et c'est le point crucial, cette longueur d'onde est inversement proportionnelle à la masse. Hein? Pour un photon, sans masse, son onde peut être très étendue. Pour un être humain, avec une masse énorme, la longueur d'onde est des milliards de fois plus petite qu'un atome. Ce qui veut dire que notre onde de probabilité est tellement concentrée en un point qu'il est impossible de la distinguer d'un objet solide. On se perçoit comme solide parce qu'on est trop lourd pour que notre nature ondulatoire puisse se manifester. Exactement. C'est un voyage incroyable. On est parti d'une formule de collège, P égale U fois I, pour une bouilloire. Ça nous a mené à la relativité de l'énergie et du temps. Et en se demandant comment la lumière pousse, on découvre que la matière n'est peut-être qu'une onde de probabilité. C'est une cascade qui révèle une cohérence absolument stupéfiante de l'univers. Une cohérence qui laisse place à des questions encore plus profondes. Et pour finir, peut-être une dernière pensée. On a vu que notre monde, la solidité d'un mur, la lumière, tout ça, c'est régi par la même force, l'électromagnétisme. Le messager de cette force, c'est le photon. Si la nature de ce photon change dès qu'on interagit avec lui, si son état s'effondre dès qu'on le mesure, ça soulève une question vertigineuse. Quelle est la nature de la réalité quand il n'y a aucune interaction pour venir la mesurer ?